Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, la colère des vagues à Bassam. Une forte marée secoue la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Restaurateurs et hôteliers sont désemparés. Vous serez plongé au cœur de l'infortune des victimes de la montée de la mer dans cette édition. Féminicide en Côte d'Ivoire. Une femme a été assassinée par son concubin avec 12 coups de couteau après 12 ans de vie commune. C'était la scène de ménage de trop. Triste et dévastée, la famille de la victime demande que justice soit faite. Et puis vous le verrez, il est difficile d'emprunter l'axe Guiglo-Blolequin. Le calvaire des populations se poursuit. Les travaux de réhabilitation sont toujours attendus. C'est une bien triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire, une perte pour le pays, plus précisément pour le secteur de la santé. Le professeur Vrobi Beignet, directeur général de l'INHP, n'est plus. Il a malheureusement trouvé la mort dans un accident de la route ce vendredi 11 août, alors qu'il revenait d'une mission. Passionné par son travail, il tenait à la sécurité sanitaire des populations. Il a été plusieurs fois sur nos plateaux de télévision pour sensibiliser aux pathologies telles que l'Ebola, la méningite, le Covid, la dengue. La rédaction de NCI présente ses condoléances aux collaborateurs et à la famille biologique du professeur. Le calvaire des usagers de l'axe Guiglo-Blolequin. Les travaux de réhabilitation annoncés sur ce tronçon ne sont pas encore effectifs et c'est avec beaucoup de difficultés que les populations se déplacent, une situation qui n'est pas sans conséquences sur les activités socio-économiques de cette zone. Le reportage de Cyril Nayan et d'Ange Bogouya. Guiglo-Blolequin, un linéaire de 60 km. Pour le parcourir, il faut 1h30 selon le service mondial de cartographie en ligne, Google Maps. Tout visiteur croit pouvoir effectuer cette distance en aller-retour le même jour. Au bout, c'est la désillusion. Le petit tronçon de Guiglo-Blolequin qui fait 60 km, donc pratiquement 40-45 minutes de route, on fait aujourd'hui pratiquement 2h30 pour y accéder. C'est notre calvaire, c'est notre véritable problème. Le contraste est éloquent, car cette ville du district des montagnes, dans la région du Cavali, en plein essor, est l'un des premiers départements de production du cacao et de l'EVA. Blolequin, c'est le grenier du Cavali. Vous avez ici une forte production en cacao, en café, en banane et presque tout. Ici, dans la zone Blolequin, le département, c'est le département qui produit plus. Ici, vous pouvez voir plus de 100 coopératives qui exercent. Et tous les jours, vous verrez au moins 5 ou 3 remorques qui prennent la direction des centres d'eau d'Abidjan pour décharger. Ce calvaire des populations de Blolequin sera un lointain souvenir en raison des travaux de renforcement de l'axe routier Diokwe-Guiglo-Blolequin, lancés à Guiglo par le Premier ministre Patrick Hachi. Des travaux qui auront un impact significatif sur la voirie de Blolequin. À la faveur du bitumage de l'axe Diokwe-Guiglo-Blolequin, tous les pleux, l'État nous a promis un certain nombre de kilométrages dans la ville, toute chose qui nous permettra d'avoir une ville où il fera bon vivre, où la circulation sera encore beaucoup plus fluide et la sécurité aussi. D'ici là, les populations de Blolequin devront tenir bon pendant 2 années avant que cette zone agricole, de 125 000 habitants, ne retrouve ses lettres de noblesse. 12 coups de couteau, c'est le nombre de coups que Zalissa Guébri a reçus de la part de son conjoint. La scène de ménage de ce 3 août a été plus violente que les précédentes. Elle s'est transformée en meurtre. La jeune femme, la trentaine environ, transportée d'urgence à l'hôpital, n'a pas survécu à ses blessures, laissant dans le désarroi absolu si proche et les 5 enfants qu'elle a eus avec son concubin. C'est une histoire cruelle qui pose à la fois la question de l'impunité des violences conjugales et de la protection des femmes. Nikema Moussa, Eric Kimo. Guébri Zalissa, 30 ans, est décédée le 3 août dernier, suite aux 12 coups de couteau assignés par son conjoint. Ce vendredi, ses parents lui rendent un dernier hommage à la mosquée du CHU de Trècheville. Avant la sépulture, après les dernières prières, retour au domicile de la défunte à Komassi, à Clomiabla. Nous y trouvons une famille consternée.
Moi, je veux que justice soit faite à propos de ma petite soeur. Elle est partie laisser 5 enfants. Je vais faire quoi à ça? 12 coups de couteau, c'est pas bien. Mais je dis que justice soit faite. Ça, on ne peut pas rester ça impuni. Que son âme repose en paix. Mais je pense que les autorités, levez-vous et combattez ces crimes-là. Ces crimes-là ne peuvent pas rester impunis. Si on ne pas y trouver, il avait déjà fait, elle était blessée. À ce moment, elle parlait, on ne connaissait pas. Fait, elle expliquait ce qui s'est passé à la vieille. Au moment où on partait, même en route, elle causait la vieille. La vieille lui posait des questions. Elle disait à la vieille qu'elle va lui dire au revoir, que son fils, mais la vieille n'a pas s'occuper de ses enfants, que la vieille va laisser ses enfants. Personne n'imaginait même que ça allait arriver. Présents pendant ce triste soir, les plus grands des 5 enfants n'arrivent à sauter l'événement de la tête. Quand elle a crié, elle a attendu. Et puis, il me dit réveille, en même temps, il a déposé le couteau là, et puis il est sorti. Et puis, il voulait me frapper. Il dit, tu m'as crié qu'il va moi aussi me tuer. Et puis, maman n'est pas là, on se sent mal, on se sent seule. Zalissa n'était pas la seule victime du jour. Une voisine, ayant entendu des bruits, échappe quant à elle à la fureur de l'assassin. C'est à 4h30, il est rentré dans la cour. Elle a tapé la porte 3 fois. La femme s'est levée, elle a ouvert. Dès qu'ils sont rentrés, la femme, elle a lui dit, il était sabaré 3 fois. Après, ça n'a pas eu de bruit encore. Il a appelé sa maman. Il faut aller voir ton fils, c'est qu'elle a fait dedans. Là. En sortant, il a croisé ici. Et puis, il est parti. C'est sa petite soeur avec sa maman qui a fait sortir la femme. Donc, il est revenu environ de 7h moins pour venir prendre le même couteau là. C'est quand elle est arrivée chez moi, elle a enlevé le couteau là, ici maintenant. Donc, ma fille était là. Ma fille dit, maman, il arrive vers toi. Donc, quand j'ai tourné là, c'est ça, elle a piqué dans le sein là. Deuxième coup, elle l'a mis ici. Donc, c'est moi, elle dit, je vais te tuer. On a commencé à lutter. C'est Dieu qui a enlevé le couteau là dans sa main. Triste et dévastée, la famille de Zalissa ne sait plus où donner de la tête. Nous mettons nos vies en risque pour donner des vies. Mais pourquoi nous devrons mourir dans ces circonstances-là? Vraiment, nous avons mal. Notre soeur a été tuée, laissée ses pauvres 5 enfants. Nous ne savons pas quoi faire avec ces enfants-là. Qui va scolariser ces enfants? Qui va s'occuper d'eux? Vraiment, nous appelons toutes les autorités de la Côte d'Ivoire parce que ces faits sont devenus très récurrents ces derniers temps. Zalissa et Harouna avaient 12 années de vie commune. Ce meurtre vient s'ajouter à la longue liste de personnes assassinées. Attristée et sans moyens, la famille appelle à la justice et au soutien du gouvernement. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon de 850 à 1100 hommes pour participer à l'intervention militaire envisagée par la CEDEAO. C'est ce qu'a annoncé le président ivoirien Alassane Ouattara hier à son retour d'Abuja. La CEDEAO a donné son feu vert pour l'activation et le déploiement de sa force en attente pour le retour de l'ordre constitutionnel au Niger. En Côte d'Ivoire, cette décision est soutenue par le Parti pour le progrès et le socialisme. Les explications de Salif Yalekwe et de Mathieu Rambadé. Le PPS, Parti pour le progrès et le socialisme, s'est exprimé sur la situation au Niger, qui est dirigée depuis quelques jours par des militaires qui ont renversé le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Mathias Kakou a salué la fermeté de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, face à ce énième coup de force dans la région. Mohamed Bazoum fait partie de l'international socialiste, dans le cadre des partis politiques, je vais dire, dont fait partie aussi aujourd'hui le PPS. Donc d'abord, c'est un camarade de lutte qui est pris en otage. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a été ferme. Lui, nous saluons son leadership de s'engager véritablement à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, à participer à la libération sans condition du président Bazoum, le PPS, Parti pour le progrès et le socialisme, et ses alliés. Nous sommes solidaires à la déclaration du président de la République. Nous sommes solidaires à l'engagement pris par le président de la République de fournir un bataillon. Soutenir la déclaration du président de la République, c'est soutenir le bataillon qui sera formé. Et à ce moment précis, nous félicitons le président, nous soutiendrons le bataillon formé et nous demandons à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, à tous les partis politiques de soutenir l'action du président de la République. Au terme de ce sommet extraordinaire sur la situation politique au Niger, les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale ouest-africaine ont réaffirmé leur détermination à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. La CEDEAO
n'écarte pas d'intervenir militairement pour restituer le président Mohamed Bazoum si toutes les voies de négociation s'avèrent infructueuses. Lors de son adresse à la nation à l'occasion de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a assuré que son pays est prêt à accueillir la CAN 2023. Nous offrirons au monde entier ce que nous avons de meilleur, avait-il indiqué, et tout se met en place pour le respect de cette promesse. Le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe va abriter le match d'ouverture et la finale. Et l'autoroute qui mène à ce stade continue sa mue. Les travaux se poursuivent et enregistrent un taux de réalisation de 92%. Les explications de Mardoché Kouassi et de Joseph Sécré. Zone industrielle de Yopougon. C'est ici que démarre la construction de l'autoroute 2x3 voies qui relie Yopougon au péage Thomasé en passant par le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe, prévu pour accueillir la cérémonie d'ouverture, le match d'ouverture et la finale de la CAN 2023. Tout au long de ce tronçon, les entreprises sont à pied d'œuvre pour espérer livrer dans les délais cette autoroute stratégique pour l'organisation de la fête du football africain. Si la plus grande partie du linéaire semble quasiment achevée, certains aspects des travaux sont visiblement freinés par les intempéries, quand d'autres semblent un peu à la traîne. Je suis incertain que la voie peut être finie avant la CAN. Vu les travaux, il y a une lenteur. Moi, je pense qu'on fait d'abord confiance à notre gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas lieu que ce projet ne puisse pas arriver à son terme. Donc je sais que d'ici janvier, normalement, d'ici le début de la CAN, le 13 janvier, je pense que tout sera fin prêt et on va assister à la plus belle CAN de l'Afrique. Je pense que les travaux sont avancés et que nous sommes sûrs que ça va finir d'ici 2024. Du côté de la coordination du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA de la Géroute, on est conscient de l'importance de ce projet pour la Côte d'Ivoire et des défis auxquels font face les entreprises chargées de la construction de cette voie. Malgré cela, les responsables rassurent. On a eu quelques difficultés liées à des réseaux qui malheureusement n'étaient pas prévus. Je vais parler des réseaux électriques, des réseaux pratiquement d'adduction d'eau qui n'étaient pas prévus et qui malheureusement ont nécessité un temps relativement long dans leur déplacement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, toutes ces difficultés sont derrière nous et nous sommes à un taux de réalisation pratiquement de 92%. Donc il reste 8%. Assurance donnée également sur les dispositions prises pour assurer la fluidité de la circulation pendant la compétition. Il y a des zones tampons qui ont été identifiées et qui vont permettre pratiquement d'accueillir donc les véhicules. Ceux qui seront en transit pour aller à l'intérieur ou pour revenir, il y aura la route pratiquement d'Anyama en passant par Abobo qui permettra pratiquement la zone de transit. Et puis l'accès au stade sera exclusivement réservé à ceux qui vont au stade. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dans son message de veille d'indépendance 2023 indiqué que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir la CAN en janvier prochain. Le gouvernement ivoirien, dirigé par le Premier ministre Patrick Hachi, s'attelle donc au dernier réglage à un peu moins de 6 mois de la compétition. Je vous le disais en titre, la Sodexam avait annoncé une forte marée et des hauteurs de vagues sur le littoral ivoirien du 10 au 12 août, tout en appelant à la vigilance. Depuis ce jeudi, la ville de Grand-Bassam fait face à la colère des vagues qui détruisent tout sur leur passage. Les dégâts matériels sont énormes, la détresse des populations est indescriptible. Plusieurs investissements sont partis en fumée. Restaurateurs, hôteliers ne savent plus où donner de la tête. Thiemé Dandier et Joseph Sécré se sont rendus sur place. Station balnéaire de Grand-Bassam. La mer enfiévrée en action. Dans ce réceptif hôtelier, construit sur les ruines de l'ex-wharf colonial, les premiers effets sont visibles. Une dizaine de mètres, déjà emportés. Au désarroi du propriétaire des lieux, qui voit son commerce à l'eau. Sincèrement, cette année, c'est difficile. Très, très difficile. On a perdu pratiquement 3 rangées de paillotes ici, comme vous voyez ici au WAF Hotel. Là, les piliers du WAF sont en train de sortir. C'est la preuve que, imaginez-vous combien de mètres cubes de sable que nous avons perdu. Du coup, on se retrouve aujourd'hui en train d'avoir peur de ne même pas devoir partir l'hôtel très bientôt, si ça continue. En retrait, des agents tentent de sauver des affaires. En face, la mer qui ne calme pas ses ardeurs.
Même souci dans cet autre restaurant où la résistance s'organise pour sauver le restaurant encore debout, mais fissuré. D'autres installations ont soit été emportées, soit sont couchées, abandonnées dans les bras des vagues déchaînées. Tout est cassé, la plage aussi, tout est détruit. Nos plages, une grande partie de près de 3 mètres qui sont partis déjà dans l'eau. Donc ça y est, on a une réduction de l'espace qui est là de façon grande que vous voyez ici. Et c'est beaucoup inquiétant. Il y a 4 apatames qui étaient là, des paillotes, et sur plusieurs mètres qui sont déjà partis dans l'océan. La cuisine et les chambres sont maintenant prêtes à partir dans l'océan, hein, vu le pic qui va se passer cette nuit. L'eau est rentrée dans leur chambre, donc on a été obligé de démonter les lits et tout ce qui était dedans. Sur la route de Azureti, vous avez vu que l'océan est sorti de son lit et y allait directement sur la voie. Flanc droit menant à Azureti. Ici également, l'océan en furie dicte sa loi aux occupants des lieux. Sur les lieux, cet hôtel-restaurant dénudé. Alors que des volontaires s'affairent à sauver des biens, la mer assène un violent coup. Du toit, l'un s'effondre. Il ne retrouvera ses esprits qu'après une dizaine de minutes de grosse frayeur. La patronne des lieux qui lui vole au secours voit des investissements de plusieurs millions de francs CFA désormais à l'eau. Tout a disparu. Nous sommes livrés à nous-mêmes depuis hier matin. On a perdu tous nos hangars, les plus grands apatames. Tout est parti. Ce genre d'activité permet de nourrir nos familles. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas que nous seuls qui sommes impactés. C'est aussi des personnes qui travaillent pour nous et d'autres familles qui sont impactées aussi. Donc depuis hier, 6 h du matin, on n'a pas dormi jusque-là. On est sur place et on regarde des petits bouts en train de disparaître, ainsi de suite. Même infortune pour son voisin. Ce cadre de la diaspora vivant en Angleterre. De retour au pays pour suivre son projet sur le littoral, il retrouve un pan des locaux affaissé. Je commençais à finir les grosses œuvres, c'est maintenant que je commence à faire le design. Et voilà, à l'eau, un coup, en un clin d'œil, tout à l'eau. Face à cette furie de l'océan, tous tournent le regard vers les autorités compétentes pour déclarer les lieux zones sinistrées et ainsi bénéficier d'un appui pour espérer relancer leurs affaires, désormais mouillées. Et c'est avec du sport que nous allons refermer ce journal. La CAF ouvre une enquête sur Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Cette procédure intervient à la suite d'une saisine de plusieurs clubs camerounais qu'il accuse de trucage de matchs. Il est également soupçonné de mauvaise gestion. L'ex-capitaine des Lions Indomptables dénonce une communication pernicieuse et toxique. Salifia Lekoui. La CAF, Confédération africaine de football, à travers son site internet, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des allégations de comportement inapproprié de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. La CAF a reçu des déclarations écrites de plusieurs acteurs du football camerounais pour enquêter sur certaines conditions répréhensibles, présumées, de M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. La CAF examine ces demandes sur la base et conformément aux statuts et règlements de la CAF. Alors que les allégations sont prima facie sérieuses, M. Samuel Eto'o est présumé innocent jusqu'à ce qu'un organe judiciaire approprié en décide autrement. La CAF ne fera aucune autre annonce pendant la durée de l'enquête et ne fera de déclaration publique qu'à l'issue de la procédure. Samuel Eto'o a maille à partie avec des acteurs du football camerounais. Des présidents de clubs ont accusé l'ex-star de Barcelone d'avoir manœuvré pour la montée en division de certaines formations. Aussi, des interventions régulières dans le choix des joueurs de l'équipe nationale ont été dénoncées. Pour sa part, Samuel Eto'o, à travers ses avocats, dénonce une position hâtive et surprenante de la fêtière du football africain. Dans cette communication, la CAF annonce des enquêtes en cours et promet des déclarations publiques lorsque celles-ci seront terminées. Cette position hâtive de la CAF est d'autant plus surprenante qu'elle y évoque déjà des allégations à première vue sérieuses, alors même qu'à ce jour, M. Samuel Eto'o fils n'a été notifié d'aucune des accusations prétendument portées contre lui. Tout en se réservant le droit d'engager en temps utile les procédures judiciaires appropriées pour dénoncer cette communication à la fois pernicieuse et toxique, mon client tient à appeler les acteurs du football camerounais au calme et à rassurer de sa détermination à poursuivre sans relâche la mise en œuvre du programme de réforme entamé le 11 décembre 2021. C'est en décembre 2021 que l'ex-capitaine des Lions Indomptables du Cameroun
a pris les rênes de la FECAFOOT. La première ligue sur NCI, c'est ce samedi dans Week-end Foot. Malik Traoré et ses consultants vous réservent de nombreuses surprises. Rendez-vous demain à 13h15 pour le premier match en direct de cette nouvelle aventure sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Prochain rendez-vous dimanche à 20h05 dans NCI 360 pour décrypter l'actualité de la semaine.